lexique qui vous permet de retenir le vocabulaire essentiel à chaque objet d'étude au programme, en l'occurrence le théâtre, la poésie, le roman et la littérature d'idées. Alors ces mots vous seront utiles pour commenter aussi bien à l'oral qu'à l'écrit les textes que l'on vous proposera aux 2 épreuves. Vous montrerez alors à votre examinateur et à votre correcteur que vous maîtrisez le vocabulaire approprié à ces épreuves. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au vocabulaire de la poésie. Alors, dans ce 2e épisode consacré au lexique de la poésie, nous allons continuer à découvrir tous ces termes qui se réfèrent à l'analyse poétique, tous ces mots que vous devez connaître pour observer et interpréter un texte poétique à dessein. Alors, si vous regardez bien l'infographie qui accompagne l'épisode, vous allez d'une part découvrir les mots-clés que l'on va aborder, et puis d'autre part, vous aurez des exemples très concrets qui vous permettront de mieux visualiser et assimiler ces points qui sont vraiment nécessaires lorsque vous allez commenter aussi bien à l'oral qu'à l'écrit un texte poétique. Dans cet épisode, nous allons donc aborder l'idée de maîtriser ce qu'est un enjambement, un rejet, un contre-rejet, et puis de connaître ce qu'est une césure et un hémistiche. Alors commençons, comme on vient de l'indiquer, par le premier terme qui est l'enjambement. Donc sur l'infographie, vous allez voir des exemples précis qui vont vous permettre de mieux visualiser et d'appréhender ces termes. Alors l'enjambement, c'est lorsque la phrase amorcée sur le premier vers se poursuit sur le vers suivant et vous avez donc une impression de continuité qui va être évidente. C'est-à-dire vous allez avoir un flux de votre voix, tout va s'enchaîner de manière fluide et cohérente. L'exemple de Jean de La Fontaine, la dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. Vous voyez, vous ne faites absolument pas de pause, vous enjambez, c'est-à-dire vous enchaînez les 2 vers. Le rejet. Alors cette fois-ci, la phrase commence au début d'un vers et elle va se terminer brutalement au début du vers suivant. Et vous avez donc le rejet d'un mot au vers numéro 2. Et souvent, soyez attentifs, ce mot qui est rejeté au vers 2 est porteur de sens, va avoir une signification précise et ça va vous permettre justement d'apporter une interprétation pertinente face à l'ensemble du texte ou du moins du passage, peut-être du quatrain, du tertiaire, enfin bref. L'exemple de Racine, « Et sur quoi jugez-vous que j'en perde la mémoire, prince ?» Vous voyez bien que je n'ai pas enchaîné avec fluidité les 2 vers, j'ai rejeté le terme prince au vers 2 et bien sûr, on peut imaginer l'interprétation que l'on donnerait et la connotation du terme prince qui est rejeté volontairement au début du vers 2. Le contre-rejet, vous commencez à comprendre, au regard de la définition du rejet, le contre-rejet, c'est lorsque, justement, la phrase commencée à la fin d'un vers se développe au vers suivant. D'où, encore une fois comme le rejet, un effet de rupture, une impression d'éclatement syntaxique, mais aussi pareil, à ce moment-là, regardez bien quel est ce mot qui est contre-rejeté. Peut-être va-t-il donner une signification particulière à vos vers. L'exemple de Verlaine, « Et pour sa voix lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues ». On voit bien qu'il y a une nécessité de faire une pause dans la lecture et il y a comme une sorte de rupture, de quelque chose qui est brisé et qui va peut-être donner du sens aussi au texte que vous avez à interpréter. Voilà, donc ça, la technique de l'enjambement, du rejet, du contre-rejet est vraiment significatif. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut observer tous les vers de votre texte et voir s'il y a enjambement, rejet, contre-rejet. Vous pouvez en repérer 1 ou 2 qui vont encore une fois apporter de la valeur à votre interprétation littéraire. Pour terminer, on va regarder le terme césure et hémistiche.
Alors, la césure, c'est tout simplement la principale pose que vous allez, matérialiser à l'intérieur du verre. Vous allez, faire une sorte de coupe. Alors si vous regardez sur l'infographie, vous avez, un exemple tiré de Racine. Vous voyez, symboliquement, cette césure matérialisée par les 2 traits rouges et souvent, lorsqu'il s'agit, d'un alexandrin, on fait la césure entre les 6 premières syllabes et les 6 dernières, hein, puisqu'un alexandrin, vous vous souvenez, c'est un vers de 12 syllabes et à ce moment-là, on va parler effectivement de cette césure qui va être effectuée de façon symétrique entre la première partie du vers et la seconde partie. Et ces parties, justement, comment s'appellent-elles en poésie? Eh bien, cela s'appelle un hémistiche, hémi, moitié. Et donc l'hémistiche, c'est la moitié d'un vers qui est délimité par cette fameuse césure. Et vous avez donc cette coupe 6-6 et parfois, vous avez une coupe différente, une césure différente. Bon, un décasyllabe, c'est bien donc vers de 10 syllabes. Souvent, la césure, s'effectue entre le premier et le deuxième hémistiche à la coupe 4-6 ou 5-5. Ça dépend aussi de l'organisation voulue par le poète. Donc si on résume, césure, c'est la pose que vous effectuez à l'intérieur d'un vers, la coupe, et l'hémistiche, c'est la moitié du vers délimité par la césure. Donc si on est logique, il y a 2 hémistiches à un vers. Voilà pour ces termes qui sont significatifs et qui sont attendus, encore une fois, comme on a vu dans l'épisode 1. Hein, il y a vraiment des mots, des termes vraiment appropriés au lexique de la poésie que va attendre un examinateur, que va attendre un correcteur dans vos oraux, dans vos copies. Et plus vous montrerez que vous maîtrisez ces termes, plus il appréciera justement vos propos et la qualité de vos analyses. Voilà pour cet épisode 2, consacré au lexique de la poésie. Je vous donne rendez-vous, si vous le souhaitez, pour l'épisode 3, à travers lequel on va évoquer les formes poétiques majoritairement connues. Et sinon, je vous dis à très vite sur Clapotis pour de nouveaux épisodes.